Allez, c'est parti. Messieurs, dames, bonjour, merci d'être venus assister à ce colloque. Aujourd'hui, donc, pour ce premier colloque de la journée, 10h, 11h, nous recevons Monsieur Nicolas Jabaudon, vice-président des offices de tourisme de France, qui nous parlera tout simplement des impacts des nouveaux modes de réservation des hébergements sur la consommation touristique. Bonjour et bienvenue, le micro est à vous pour toute l'heure. Merci beaucoup, quelle entrée en matière. Merci, bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais me présenter déjà. Je m'appelle Nicolas Jabaudon. Je suis le vice-président d'Office de tourisme de France. Office de tourisme de France, c'est la fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, mais il n'en reste plus beaucoup en France aujourd'hui, ex-FNOTSI. Je représente donc le président Jean Burtin, qui est un Savoyard, donc un local de l'étape et qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Je suis aussi et surtout le directeur d'un office de l'office de tourisme Médoc-Océan, qui est un office de tourisme en Gironde et qui regroupe les 3 communes de Lacanau, Carcan et Ourtin. En fait, je vais vous parler aujourd'hui des hébergements touristiques, de l'influence des nouveaux modes de réservation d'hébergement touristique sur la consommation et puis plus particulièrement vous donner quelques informations sur les études qui ont été sorties par la DGE, par Atout France et puis sur les travaux que l'on effectue au sein de la commission hébergement d'OTF, puisqu'on a une vingtaine de directeurs d'office du tourisme ou de représentants de relais territoriaux, ce qu'on appelle, c'est-à-dire à l'échelon départemental ou régional, et on travaille sur cette problématique des hébergements touristiques qui est plutôt très stratégique pour nos territoires. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec un terme que vous avez peut-être dû croiser sur les sites internet ou en tout cas dans vos lectures professionnelles. C'est le terme de OTA, Online Travel Agencies, qui regroupe de manière un peu fourre-tout, on va dire, l'ensemble des sites qui proposent des prestations touristiques. Aujourd'hui, les OTA, elles sont dominées par alors les principaux, par Booking.com, pour donner un exemple, par Voyage SNCF, qui est au cœur de l'actualité en ce moment. Voyage SNCF, qui est le premier site touristique en nombre de visiteurs uniques en France. Mais on retrouve aussi des sites comme Vénéré, hotels.com, dont vous avez pu voir des publicités à la télé récemment. Et puis, on va mettre aussi dans ce panier un peu des OTA, on va mettre des sites comme Airbnb, qui lui aussi est au cœur de l'actualité, Abritel, HomeAway, et on peut aussi y mettre, pourquoi pas, des sites comme Le Bon Coin, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, les clients passent de manière de plus en plus importante par les OTA pour réserver leurs prestations touristiques, leurs produits touristiques, leurs packages touristiques, mais aussi des prestations sèches, c'est-à-dire soit seulement de l'hébergement, soit seulement des billets d'avion ou de train, ou soit seulement des activités. Alors pourquoi les clients, nos clients, vos clients, des destinations passent de plus en plus par les OTA? C'est qu'aujourd'hui, elles sont en première ligne. Je me suis amusé à taper comme mot-clé sur Google, les mots-clés, location de vacances à Lacanau. Et dans les premiers résultats qui arrivent, eh bien, sur les 5 premiers résultats, vous en avez 4 qui concernent des OTA avec Homely Days, Abritel et Média Vacances. Ils sont en première ligne et tout le monde le sait, lorsqu'on recherche un hôtel ou un hébergement sur Google via les moteurs de recherche, Google qui est le principal en Europe et en France, ils occupent toute la première page, donc ces OTA. Et puis, on sait que d'après les études quantitatives qui sont réalisées, notamment par des cabinets spécialisés comme Coach Omnium, 80% des clients s'arrêtent à la première page Google et 20% ne vont généralement pas au-delà de la deuxième page. Donc, ils occupent une place importante. Ils sont très connus. Le principal est Booking. Il faut savoir que Booking, c'est 1,4 milliard d'investissement de référencement payant sur Google par an. Ce qui fait que quand vous tapez le nom d'un hôtel, alors il y a des débats qui vont un peu plus loin, dans le sens où des hôtels qui ne sont pas sur Booking, Booking achète aussi le mot-clé du nom de l'hôtel pour qu'ils apparaissent sur Google. Pratique que l'on peut dénoncer. En tout cas, c'est un fait. Aujourd'hui, ils sont très connus parce que la grande partie de leur investissement marketing concerne du référencement payant pour être présent sur les premières pages de Google.
Et puis, le client, les internautes, à tort ou à raison en tout cas, font confiance aux OTA. La forte notoriété que l'on vient de voir, c'est pas tout, mais c'est vrai que les OTA, elles bénéficient aujourd'hui d'une bonne image auprès du public de voyageurs. Alors, il y a une étude encore réalisée par Coach Omnium qui montre que 88% des clients interrogés ont plutôt une bonne opinion des agences de voyage et 82% d'entre eux trouvent que les services qu'elles leur rendent sont justes et honnêtes. Et puis, derrière, dans les discours alors là, c'est l'exemple du site de Booking, dans les discours, l'OTA, le site, s'adresse directement au client avec des mots de rassurance. On verra cette notion de rassurance qui est très présente sur ces sites internet, avec, par exemple, vous pouvez compter sur nous dans ce cas de figure. Les OTA, pardon, aussi, l'internaute, le client leur fait confiance dans la mesure où eh bien, il partage des expériences par d'autres voyageurs. Ça, c'est le site de Voyage SNCF qui incite les visiteurs, les internautes à partager les voyages via le hashtag qui est le dièse, on y va. Et en fait, finalement, on est dans un système où le client parle aux autres clients. On reviendra tout à l'heure dessus, parce que c'est le principe du tourisme collaboratif. Sur ces sites, on y trouve un grand choix d'offres. Ça, j'ai pris des exemples. Alors, c'est issu de Booking, c'est issu d'Airbnb, c'est issu de Abritel et de Voyage SNCF. En fait, tous ces sites se targuent d'avoir la diversité et la profondeur d'offres la plus grande. Aujourd'hui, en tout cas, quand on va chercher un hébergement sur Internet, que ce soit un hôtel ou une location de vacances, on n'a pas forcément d'idée préconçue sur le type d'hébergement que l'on va choisir au final, mais on est plus sur un budget. Donc du coup, le fait d'avoir un panel d'offres le plus large possible incite, en tout cas, entraîne les internautes à se diriger vers les OTA pour leur choix. Et c'est un vrai avantage pour eux. Ces sites, alors là j'ai pris l'exemple de TripAdvisor, qui est, on peut le considérer aussi comme un OTA, puisque à partir du site TripAdvisor, qui est le principal site d'avis en ligne, vous pouvez effectuer des réservations de produits touristiques. En tout cas, les sites des OTA, vous l'avez tous remarqué, ils sont rapides, ils sont simples et pratiques. Les fonctionnalités que l'on trouve sur ces sites internet, ils correspondent aujourd'hui aux besoins de facilité ergonomique et au mode de pensée des internautes. On reviendra, je ferai un zoom tout à l'heure sur Airbnb, qui est un modèle en la matière. D'ailleurs, la grande majorité des sites aujourd'hui s'inspirent de l'ergonomie de ce site. En tout cas, sur le site de TripAdvisor, on a les éléments de base d'un site internet réussi, une photo importante, primauté de la photo. Tout de suite, on a un tarif avec les dates pour lesquelles on souhaite effectuer la réservation. Il y a un visage, c'est-à-dire que l'hôte qui va vous recevoir, la personne qui tient le propriétaire éventuellement, eh bien on met un visage sur un nom. En l'occurrence ici, il s'appelle Pierre. On reviendra aussi sur cet aspect qui est très important. Et puis, il y a des éléments de rassurance, c'est-à-dire que Pierre, eh bien, il vous répond à 100% pour sûr et il met quelques heures à vous répondre. On avait l'habitude en marketing touristique, en tout cas dans les accueils touristiques, dans les offices de touristes, il y a quelques années, de dire il faut répondre sous 24 heures au courrier ou bien aux demandes mail que l'on a aux accueils de nos offices de tourisme. Aujourd'hui, c'est l'histoire de 4 à 6 heures maximum. Et puis, des descriptifs clairs, précis, qui vous donnent aussi envie d'aller au-delà du lieu que vous recherchez, mais de la destination aux alentours. On reviendra aussi dessus tout à l'heure. Ces sites, ce sont aussi des modèles, de manière toute objective, de parcours d'achat client. Avec notamment, ça c'est l'exemple d'Airbnb, pour un choix d'hôtel à Los Angeles, vous avez des éléments sur le site qui vous incitent régulièrement, qui vous suggèrent, qui vous susurrent à l'oreille que ce serait bien que vous effectuiez votre réservation le plus vite possible. En l'occurrence, ici, on en a 3 sur cette page. J'avais tapé Los Angeles, je ne sais plus quand, en février, avec, vous voyez, vous n'êtes pas le seul, parce que déjà 40% des hôtels sont réservés sur cette destination. Alors, on vous suggère, pour pas que ce soit trop pressant, d'aller voir d'autres dates éventuellement, de modifier vos dates, allez voir entre le 10 et le 11, allez voir entre le 7 et le 8, peut-être que ce sera moins cher.
vous êtes chanceux puisque l'hôtel que vous regardez, aujourd'hui, comme par hasard, à la minute où vous le regardez, vous bénéficiez de 26% de réduction. Et puis, il y a quand même un petit pavé en bas à gauche qui vous rappelle qu'il faut réserver rapidement dans la mesure où la disponibilité peut disparaître. On a toujours dans ce modèle de parcours d'achat, encore sur le site Airbnb, à partir du moment où vous restez un petit peu plus longtemps sur le site, les cookies savent que vous y êtes depuis quelques minutes. Et là, vous avez, de manière un peu plus insistante, je pense, 4 pavés qui s'affichent en disant, qui vous disent en fait que là, le tarif que vous regardez à l'instant T, c'est bien le tarif le meilleur pour ce que vous recherchez. Et puis, il y a des petites fenêtres pop-up, les fenêtres grises qui s'affichent sur votre écran, qui vous montrent qu'en fait, vous n'êtes absolument pas tout seul à regarder cette page de l'hôtel. Et puis que surtout, vous n'êtes pas seul dans votre coin, à la Cano, à Valmorel ou ailleurs, mais dans le monde entier, puisqu'il y a monsieur, alors on ne donne pas son nom, mais on pourrait d'ailleurs, une personne habitant en Chine qui est en train de regarder cette page de résultats d'hôtel au même moment que vous. Et en l'occurrence, il y en a 3 au même moment. Des modèles de parcours d'achat aussi, dans la mesure où on se rend compte dans toutes les études de réservation, d'hébergement ou de package touristique en ligne, qu'à partir du moment où vous avez effectué la réservation, vous avez besoin d'être assuré. À partir du moment où vous avez acheté un voyage qui peut représenter un budget important, que ce soit en ligne, alors ça c'est valable pour le online mais aussi le offline, c'est-à-dire en ligne ou bien quand vous avez effectué un acte d'achat en physique dans une agence de voyage. À partir du moment où vous avez réservé des vacances, mettez-vous à la place d'une personne qui a réservé un séjour au Club Med par exemple pour 5 personnes. Bon, le budget n'est pas neutre. Directement, tout de suite après, vous avez besoin d'être rassuré sur mais vous avez fait le bon choix. Puis surtout, on est prêt à vous accueillir et puis vous allez vivre une expérience magnifique. C'est ce que fait Booking avant que vous ayez réservé, avec 6 raisons de choisir l'établissement Petit Hermitage. En l'occurrence, c'est toujours le même établissement à Los Angeles, avec pas de problème, puisque cet établissement, vous avez vu, il est joli, les photos sont jolies, mais en plus, il propose des petits prix. Il parle 4 langues, ça tombe super bien. Bon, il n'y a pas le français. Et puis, si jamais la réservation est sécurisée, ça c'est aussi un point important. Et puis, si jamais vous n'êtes pas tout à fait prêt à réserver au Petit Hermitage, on vous suggère encore, parce qu'il y a encore 769 établissements à Los Angeles. Et puis, un point important aussi, les OTA, ça a quelques années déjà, font le lien direct avec les commentaires. Booking, vous pouvez déposer des commentaires clients, des avis clients par rapport aux prestations que vous avez vécues. La différence entre Booking et TripAdvisor notamment, vous savez qu'il y a une norme NF qui est sortie pour les avis en ligne. Booking, vous devez prouver que vous êtes resté dans l'hôtel pour pouvoir poster un commentaire. Ce n'est pas forcément encore le cas de TripAdvisor. En tout cas, le débat sur les faux avis, etc., à mon sens, il est un petit peu dépassé dans le sens où les faux avis ne représentent qu'entre 4 et 6% des avis globaux. Et puis de toute façon, les avis positifs sont ultra majoritaires par rapport aux avis négatifs sur ce type d'avis. En tout cas, ça c'est des leviers marketing qui, si on est hébergeur, à mon sens, puis même une destination, il faut absolument travailler, puisque finalement, historiquement, le client, il a toujours parlé de vous. En bien ou en mal, une fois qu'il a séjourné chez vous, le bouche à oreille a toujours été un vecteur de communication radical. Sauf que le bouche à oreille, historiquement, quand il n'y avait pas les sites d'avis, on parlait de vous, mais dans votre dos, finalement, vous ne le saviez pas. Or là, ok, mais c'est à la vue de tout le monde, et ça vous permet derrière de créer une interaction avec vos clients, en tout cas de créer une conversation, que l'avis soit positif, ou a fortiori que l'avis soit négatif, pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu mécontentement. Modèle de parcours d'achat, rapidement aussi, derrière, voilà, je faisais des recherches sur Los Angeles. Booking me suggère, il a bien compris que je voulais partir aux États-Unis, il a bien compris que, et il me suggère aussi que vous savez, à côté de Los Angeles, comme si je ne savais pas, il y a Las Vegas, mais j'ai 214 établissements, etc., etc. Encore une fois, pour montrer l'exhaustivité de l'offre. Les clients, ils vont sur les sites des OTA parce qu'ils ont l'impression d'avoir le meilleur prix sur les sites
des OTA que sur le site de l'hébergeur en direct. Encore une fois, là aussi, à tort ou à raison, mais en tout cas, les études le montrent. 60% des clients, toujours dans cette étude Coach Omnium, qui ont été interrogés, pensent que les prix affichés sur Internet sont plus attractifs comparés aux tarifs affichés dans les hôtels. Et 83% d'entre eux croient que les prix sont plus bas sur les sites des OTA qu'en direct. Effectivement, quand vous allez sur Booking, encore une fois, c'est le meilleur tarif garanti et on vous explique pourquoi le meilleur tarif est garanti. On retrouve ces mêmes arguments de vente sur des sites type Fairbooking, qui est aussi un site OTA, un online travel agency. Fairbooking, qui est une initiative qui a vu le jour il y a 1 an et demi, 2 ans, par des hôteliers indépendants, dont le président d'ailleurs de Fairbooking est un hôtelier d'Annecy, pour contrer le site booking.com. C'est un site qui incite à réserver directement auprès de l'hôtelier pour bénéficier d'un circuit court, donc d'un prix moindre. Alors, les OTA, comme vous l'avez vu, ils ont plusieurs longueurs d'avance sur ce parcours client qui est important. J'ai pris l'exemple d'un site internet, d'un hôtel. Alors là, je suis allé directement sur le site internet de l'hôtel à Paris, qui fait partie d'une chaîne, en l'occurrence c'est Best Western, où en fait, quand vous voulez effectuer une réservation, et là je pense qu'il y a une marge énorme de la part des hôteliers, en tout cas une évolution importante à faire, c'est dans les systèmes de réservation, puisque d'une part, là j'ai mis des dates, et en fait en haut à droite, vous voyez, ça ne me met toujours pas le prix, parce qu'en l'occurrence, il faut que j'aille choisir, j'ai encore trop de choix derrière par rapport à des dates que j'ai mises. J'ai dit que j'étais tout seul, que je voulais y aller, je crois, du 8 janvier au 9 janvier, et on me suggère encore d'autres types de chambres, etc., etc. Ça devient vite compliqué, en tout cas le parcours client, il n'est pas facilité. Et là, je vous ai mis qu'une copie d'écran. Attendez. Non, alors c'était pas la même, là c'est et la fenêtre qui s'est ouverte en fait est sortie du site de l'hôtelier. Donc en fait, je me retrouve avec 2 fenêtres. En termes d'ergonomie, c'est pas top. Je me retrouve avec 2 fenêtres ouvertes sur mon écran, avec encore un choix à faire, alors que j'avais mis mes dates, le nombre de personnes que j'étais, et puis finalement, je veux une chambre simple, double, voilà. Mais en tout cas, on me suggère rien, pas encore. Puisque j'ai un total à 0 € que je ne peux pas vraiment valider, parce qu'avant il faut que je choisisse. Et puis alors en plus, le petit déjeuner n'est pas inclus, mais il faut que je paye. Alors il y en a une chambre meilleur tarif flexible sans prépaiement qu'il faut que je paye à l'hôtel, une que je peux payer en ligne, etc. etc. Bref, en termes de parcours client, c'est compliqué. Je pense que les hôteliers ont une marge de manœuvre importante là-dessus. Voilà pour les raisons pour lesquelles les clients choisissent les OTA. En tout cas, aujourd'hui, on le vend en poupe. Et puis, la deuxième partie de cette intervention, elle va concerner la location entre particuliers, qui est un sujet, mais qui concerne aussi de manière générale l'hôtellerie et les autres types d'hébergement. C'est un sujet d'actualité. Vous avez suivi cette semaine la saga entre Voyage SNCF et Airbnb, qui se termine mal, mais peut-être qu'il va se terminer bien, qui se retermine mal, etc., etc. Je reviendrai dessus. Sur l'hébergement des particuliers, on est... excusez-moi, j'aurais une chose sous les yeux ici. Ça, je vais moins bouger. Voilà le panorama des formes d'hébergement par les particuliers pour bien faire la distinction entre ce qui est payant, non payant d'une part, et puis entre ce qui concerne la résidence principale et de la résidence secondaire. D'autre part, c'est important à mon avis pour bien cadrer la situation, la problématique d'un sujet aujourd'hui qui est au cœur de l'actualité, en tout cas en tourisme. Alors, du classique, en bas, vous avez le payant, c'est les traditionnelles chambres d'hôtes, et puis c'est les traditionnelles locations de vacances, où la chambre d'hôte, vous le voyez, c'est une partie d'une habitation principale que l'on loue moyennant finance pour accueillir des touristes sur un temps donné. La location de vacances, elle est à cheval sur les deux, dans la mesure où ça peut être à la fois une résidence secondaire, mais aussi de plus en plus, et on reviendra dessus sur le cas d'Airbnb, on peut
louer ou sous-louer sa résidence principale en location de vacances. Et puis, il y a tout ce qui est non payant. Là, on est dans le tourisme collaboratif au sens originel du terme, un sens qui a perdu beaucoup de signification finalement ces dernières années. Avec le couchsurfing, où c'est une pratique qui est née aux États-Unis, qui concerne les résidences principales, où en fait vous prêtiez un bout de votre canapé, un bout de d'une chambre non utilisée, mais sur le principe d'aucun échange financier. Et puis il y a eu aussi la mode il y a quelques années des échanges de logements, où en fait vous avez une maison à la montagne et puis vous échangiez, vous vouliez partir à la mer, donc vous mettiez votre logement sur une bourse d'échange. C'est quelque chose qui aujourd'hui, à cause ou grâce d'Airbnb, est en train un petit peu de disparaître. Le collaboratif, de manière globale, pour reprendre un petit peu de perspective, pas forcément appliqué directement à l'hébergement touristique. En fait, il y a 3 étapes dans l'histoire d'Internet. On parle du web 1.0, 2.0, 3.0. On est au 3.0 là, c'est le web nomade. En fait, il y a quelques années, Internet, au début d'Internet, c'était Yahoo, c'était AOL, c'était Club Internet en France et Dromadaire. C'était le web des marques, c'est-à-dire que les marques parlaient aux consommateurs. C'était un monologue quelque part. Elles communiquaient sur les marques, sur leurs marques, sur leurs avantages, voilà. Et puis après est arrivée l'époque du web 2.0, le web social avec l'avènement de Facebook en l'occurrence, où là en fait on est arrivé à l'inverse, c'est-à-dire que les consommateurs qui donnent leur avis sur leur marque. C'est le cas des sites d'avis en ligne, où là les marques se sont retrouvées un peu surprises dans la mesure où c'est le consommateur qui prenait la parole, en plus devant tout le monde, pour pas forcément dire des choses très agréables quelquefois. Et puis on est à l'ère de l'économie collaborative, en tout cas au début de l'ère de l'économie collaborative, où finalement les consommateurs ils n'ont plus besoin des marques puisqu'ils font leur business ensemble, et on va le voir dans le cas d'Airbnb qui est assez révélateur. En tout cas, ce qui est intéressant aujourd'hui en termes dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de l'hébergement touristique, c'est que finalement, on est à la fin d'un modèle de ce web social et au début d'un autre modèle collaboratif où il faut qu'on fasse coïncider quelque part à la fois au niveau de l'offre mais aussi de la demande des paradoxes qui pour l'instant sont à des années-lumière les uns des autres avec toujours cette notion de compétitivité, en tout cas pour nos destinations, et particulièrement à la montagne, qu'il faut avoir en ligne de mire. Le collaboratif, le modèle du collaboratif, il est basé sur ces quatre axes. Le collaboratif, il ne peut marcher que s'il y a une communauté. On reviendra sur cet aspect communauté avec l'exemple concret d'Airbnb. À partir du moment où on est dans une communauté, on a confiance entre les uns et les autres, et cette notion de confiance, elle est centrale sur le collaboratif. Parce qu'à partir du moment où vous avez confiance en quelqu'un, vous partagez de l'accès à des données, vous partagez votre logement, vous partagez votre vie, vous partagez votre territoire. Et puis, tout ça, cet accès partagé, quelque part, ça vous donne de la réputation, alors de la e-réputation. On l'a vu tout à l'heure avec Pierre qui répondait 100% des fois et puis qui répondait sous 4 à 6 heures. Ça aussi, ça fait partie d'une réputation et qui alimente encore cet effet de communauté, cet effet communautaire. Et c'est ce cercle vertueux du collaboratif. Les plateformes de tourisme collaboratif, alors on va nous plus spécifiquement parler de l'hébergement, mais des plateformes collaboratives, vous les connaissez presque toutes aujourd'hui. Les plus connues sont Blablacar pour les voitures, l'échange de voitures, mais il y a aussi l'échange de camping-cars, etc., etc. En tout cas, je ne sais pas si c'est très lisible, mais je pense que les présentations elles seront en ligne. Ce qu'ont apporté les plateformes collaboratives, c'est ce point hyper important de désintermédiation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre l'offre et la demande, si ce n'est une plateforme finalement invisible. Entre l'entreprise, l'hébergeur, et le marché, le touriste, il y a seulement cette plateforme, c'est-à-dire qu'ils se parlent en vis-à-vis. Et puis,
Ces plateformes, elles ont réussi à créer de la valeur. On reviendra tout à l'heure sur le cas d'Airbnb, comment on produit cette valeur. Elles facilitent la consommation par des parcours clients qui peuvent paraître finalement très simples, mais qui sont très très réfléchis. Ces plateformes, elles permettent de contrôler, et ça c'est important, la fiabilité. Hein, c'est encore cet effet avis dont je vous parlais tout à l'heure, avis en ligne. Et puis surtout, ça permet de passer à l'échelle de moindres coûts. Ça, c'est l'effet réseau. En tout cas, il est important que ces 4 critères soient cumulés pour garantir la réussite d'une plateforme. Et quand vous regardez d'un peu plus près la réussite de plateformes, alors Airbnb est à part, mais comme Blablacar, vous avez ces 4 axes qui sont, ces 4 critères pardon, qui sont cumulés. Alors Airbnb, Airbnb, qui est une entreprise au cœur de l'actualité aujourd'hui, qui est le modèle de l'économie collaborative à l'origine, qui est de moins en moins collaboratif. Airbnb, en tout cas aujourd'hui, au sein des réseaux des offices du tourisme, c'est un interlocuteur avec qui on travaille, on réfléchit. Alors pas pour cautionner forcément ce qu'ils font, en tout cas on part du principe que le fait de se connaître mutuellement apporte du respect mutuel et puis on peut envisager des choses pour le futur. Alors moi j'ai eu la chance d'être invité, c'était les 12 et 13 novembre à Paris. Ça a été annulé malheureusement la nuit du 13 au 14 novembre, pour raison vous savez. L'Airbnb Open, qui avait lieu à la Grande Halle de la Villette. L'Airbnb Open, c'est la deuxième édition, puisque la première édition avait lieu l'an dernier à San Francisco. C'est 5000 hôtes de 110 pays qui sont réunis, qui payent. Hein, donc hôte, pour Airbnb, c'est à la fois celui qui accueille, mais aussi celui qui est accueilli. Et Airbnb, en fait, les fondements d'Airbnb, c'est que ce que vous allez le consommer comme à la maison. Ça, c'est des photos que j'ai prises. C'était donc cette grande messe. Tellement qu'il n'y avait pas assez de place sous la grande halle de la Villette, ils ont dû construire un chapiteau à côté. Et puis on a eu droit à un show à l'américaine le jeudi matin, avec donc 5000 hôtes de 110 pays, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'était la première fois où une entreprise internationale a réussi à regrouper autant de monde de pays différents en un seul lieu unique. Et puis, ils commencent donc leur présentation. Et ce qui explique le succès d'Airbnb aujourd'hui, c'est premièrement que voilà, toutes les prestations qui sont proposées, c'est comme à la maison, avec ce dicton d'un philosophe chinois, Lingzi Zhang, où que tu sois, essaye d'être d'être un hôte et tu te sentiras toujours à la maison. Et Airbnb joue beaucoup sur cette valeur fondamentale qui est que finalement on ouvre sa maison. Et d'ailleurs, le fondateur d'Airbnb explique que Brian Chesky, que vous verrez tout à l'heure en photo, explique que ils ont commencé comme ça, eux, c'est-à-dire qu'ils étaient étudiants à San Francisco, ils n'avaient pas les moyens de se payer le loyer et qu'ils ont ouvert leur maison, moyennant finance bien évidemment, à 3 personnes. Je reviendrai sur cette histoire tout à l'heure parce qu'elle est assez intéressante, surtout quand ils comparent l'accueil qui a lieu à chaque fois qu'il y a un accueil Airbnb par rapport à l'accueil hôtelier. Comme à la maison, c'est quelque chose qui... j'allais dire transpire, mais c'est beaucoup plus que ça, qui est très très prégnant sur chaque communication et puis d'emblée sur le site internet d'Airbnb, puisque là vous avez la version tchèque et la version japonaise. Je vous assure que ça veut dire comme à la maison, bienvenue à la maison, pardon, comme sur le site français. En tout cas, c'est leur accroche. Et il n'y a que ça de présent quelque part sur le site internet. Hein, vous avez vu le site internet, après c'est une vidéo qui tourne derrière, ou en tout cas, ça vous projette sur cet aspect authentique. Airbnb, on l'a vu, c'est un des fondements de l'économie collaborative, c'est cette communauté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était la première fois qu'une entreprise privée, première mondiale, une entreprise privée réunissait autant de monde de différents pays en un seul lieu. Et en l'occurrence, on était plus de 5000 dans cette salle. Alors, je vous passe les détails du show à l'américaine. Tout le monde s'est levé, s'est applaudi, a congratulé son voisin, sa voisine, on est une communauté, etc. etc. En tout cas, c'est quelque chose qui a été pendant 10 minutes exacerbé.
jusqu'à ce qu'il fasse monter en fait deux hôtes de La Havane, de Cuba. Donc la dame parlait bien anglais, le mari parlait pas du tout anglais, donc parlait espagnol, donc ça rajoutait un petit peu aussi à cet effet communauté. Ils ont remercié tous ensemble le président Obama d'avoir ouvert Cuba au monde, etc., etc. Et puis on avait ce témoignage de ces deux personnes, de ces deux Cubains, qui remerciaient finalement la terre entière de faire partie de cette communauté et qu'ils nous attendaient tous à La Havane, et que sur cette communauté, oui, ils accueillaient du monde, mais aussi eux, ça leur permettait d'apprendre sur la culture américaine. Hein, c'est ce que disait, alors je me souviens plus de son prénom. Ça leur permettait aussi, via l'accueil d'Américains dans leur maison, de finalement apprendre sur les autres cultures, qui est la base de la communauté Airbnb. Troisième axe aussi sur lequel Airbnb fonde son succès, c'est la rassurance. Alors, on rassure, constamment, on rassure, on rassure, on rassure. À la fois l'hôte, mais aussi le guest. J'ai mis deux termes bien différents ici, parce que l'hôte, si je dis l'hôte en français, vous ne saurez pas si c'est celui qui accueille ou celui qui accueille. Bah, au bout d'un quart d'heure, là, c'est le fondateur d'Airbnb, Brian Chesky, qui arrive sur scène et qui fait son show à l'américaine. En tout cas, on peut le toucher du doigt, c'est le Messie en personne, parce que c'est des gens qui sont quand même assez conditionnés, hein, les hôtes Airbnb. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. En tout cas, qui ont vraiment l'impression de faire partie de cette communauté. Donc ça, c'est Brian Chesky qui explique l'histoire de comment Airbnb est né, et que finalement, donc, ils avaient reçu une personne de Boston, un Indien d'Inde, et puis une personne de Los Angeles qui venait travailler à San Francisco. En tout cas, après qu'ils aient accueilli ces personnes, la personne de Boston est venue habiter à San Francisco, et ils ont été invités. Je dis ils parce qu'il y a Brian Chesky et Gobiak, vous verrez après. Ils ont été invités au mariage de l'Indien en Inde à partager, etc., etc. Donc là, ils ont tout de suite compris qu'il y avait un business, je vais un peu vite, qu'il y avait une formidable aventure à monter. En tout cas, c'était l'histoire originelle d'Airbnb. Et puis ça, c'est le deuxième boss d'Airbnb qui monte sur scène. Oh ben non, pardon. Et qui, voilà, où il y a des personnes qui lui balancent de la neige et qui racontent l'histoire. En fait, il est allé à New York. Et Airbnb marchait pas très bien au début, et puis il est allé chez un hôte Airbnb, donc il a été accueilli. Et puis le soir, parce qu'il partage, hein, cette valeur du partage aussi est très forte, il faisait froid, c'était l'hiver à New York, donc là il l'a matérialisé comme ça. Ça c'est le numéro 2 d'Airbnb. Hein. Et l'hôte lui dit, mais tu sais, il faut absolument que tu écoutes tes clients. Alors là, voilà, c'est Joe Gebbia. Il faut absolument que tu écoutes tes clients. Alors du coup, ils en ont fait une valeur forte d'Airbnb. Et ils sont allés jusqu'à, donc là c'est une fois qu'il est déshabillé, Joe, là, et qui pose la question à l'ensemble des 5000 personnes qu'il a en face de lui, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour que finalement vous restiez nos clients, il parle aux autres, hein, pour la vie. Il dit, me donnez pas la réponse tout de suite, voilà mon mail, et vous m'envoyez un mail pour me dire pourquoi, qu'est-ce que l'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il faut qu'on l'on fasse pour que vous restiez nos clients pour la vie. Ça revient à cet axe de la rassurance, hein, je vous rassure, on va rester une communauté ensemble, on va être bien ensemble, etc. etc. On l'a vu tout à l'heure, donc ça c'était par rapport aux autres, par rapport aux guests, donc c'est celui qui voyage. Le site Airbnb, j'ai juste pris la homepage parce que c'est vrai que c'est un modèle d'ergonomie. D'ailleurs, regardez tous les autres sites aujourd'hui, Voyage SNCF, Abritel, se sont fortement inspirés de ce design, comment on peut le qualifier, de simple, épuré, efficace. Bienvenue à la maison. Bim, et puis derrière, alors ces visuels qui sont d'une qualité extraordinaire, pas de fioriture, voilà. Et puis derrière, tout de suite, le moteur de recherche. Ça permet aussi de contribuer à cette rassurance. Si on va un petit peu dans le détail des annonces Airbnb, ça aussi c'est intéressant à analyser. Je vous ai pris l'exemple de Marc, qui est un kiné à Lacano. Voilà, ça c'est ça. Donc il habite en bas, lui, et puis au-dessus, c'est Marc qui n'est plus partenaire de l'Office du tourisme. C'est quelqu'un que je connais bien, c'est un pote, il m'a dit, mais tu sais, moi ça sert à rien que je te donne 300 € parce que, enfin que je te donne, ou que je sois partenaire de l'Office du tourisme, que l'Office du tourisme m'amène plus rien. Par contre, Airbnb, ils me remplissent le mois de novembre à Lacano.
Novembre à la Cano, c'est comme le mois d'octobre ici, quoi. Hein, c'est kiff-kiff, quoi. Donc, moi, je veux bien te filer 300 €, c'est pas le problème, mais ça me sert à rien, quoi. Il cartonne sur Airbnb. C'est un photographe professionnel qui est venu lui prendre les photos. Airbnb envoie un photographe professionnel. Ça, c'est le point numéro 1. Soigner les photos, les photos, les photos. C'est vrai que ça donne envie, quoi. Mais d'ailleurs, toutes les annonces donnent envie sur Airbnb. Et puis, il vous aide à écrire votre annonce quelque part. C'est pas appartement de Marc Sourty, capacité 4 personnes, 20 mètres carrés. Non, c'est magnifique appart au bord du lac. Et puis tout de suite dessous, vous voyez les étoiles, sur 5, il a 5 étoiles, ça veut dire que c'est un truc super. Et puis souvenez-vous tout à l'heure aussi, on avait sur le site de l'hôtel, j'avais un total 0 €. Là, j'ai même pas mis de date, j'ai déjà un prix là. Bon, bah, ça va, c'est pas cher, 54 €. Et puis derrière, les classiques, hein, on l'a vu tout à l'heure, les avis clients. Dans cette rassurance. Alors là, Marc, lui, il a 26 commentaires, il y a 6 étoiles, 5 étoiles, pardon. Il y a juste qualité-prix, mais sinon tout est au top, avec d'emblée un commentaire récent, puisqu'il est de septembre 2015, 4 lignes, 4-5 lignes, ce qui est pas mal, c'est-à-dire que la personne s'est quand même exprimée, a pris le temps de s'exprimer. Et puis si vous ne parlez pas l'anglais, super, Airbnb vous permet de le traduire en français. Et puis, toujours dans cet aspect de rassurance, tout à l'heure, on a vu Philippe, sa tête. Airbnb est allé beaucoup plus loin. Bonjour, je m'appelle Marc. Alors là, en plus, Marc, il a tout compris, il pose avec son enfant, donc là aussi, c'est super. C'est quelqu'un de confiance, pas de problème. Et puis, il donne un petit laïus sur la destination. Alors, il dit d'où il vient. Je m'appelle Marc, je suis originaire de la Mayenne et je suis venu vivre à la Cano pour la qualité de vie, etc., etc. Sur ce que mettent les hôtes sur eux, sur la destination, quelquefois ils parlent beaucoup mieux de la destination que nous, Office de tourisme. Et c'est là où je vous parlerai après des projets qu'on a à Airbnb, c'est qu'on se rend compte que les sites d'Office de tourisme sont beaucoup moins sexy des fois que sur une page d'Airbnb qui parle de votre destination. Puisque finalement, Marc, là, il parle avec son cœur. D'ailleurs, c'est Gebiak qui a dit ça à un moment donné, il dit, mais vous savez, Airbnb, en fait, il y a 3 types de métiers. Il y a 3 types de métiers. Ceux qu'on fait avec les mains, ceux qu'on fait avec la tête et ceux qu'on fait avec le cœur. La technologie peut tuer les métiers qu'on fait avec les mains, la technologie peut tuer les métiers qu'on fait avec la tête, mais la technologie ne tuera pas les métiers que l'on fait avec le cœur. Bien évidemment, il fait le parallèle avec tous les hôtes Airbnb qui accueillent à cœur ouvert les hôtes chez eux. Voilà, vous savez tout sur Marc, à propos de moi, etc. Il vous cache absolument rien. Et dans les photos, alors j'ai pas le nombre de photos en dessous, je ne sais pas si on regarde tout à l'heure, mais en tout cas, je crois qu'on peut en mettre énormément. Et puis après, voilà, son adresse mail est vérifiée, son numéro de téléphone est vérifié, Facebook il a 638 amis, Google est validé, etc., etc. Voilà, là, vous êtes complètement rassuré par rapport à qui va vous accueillir, ou en tout cas chez qui vous allez aller. Toujours dans cette notion de rassurance, Airbnb a été le premier site à parler autrement des destinations. Je veux dire par là que là, vous avez... alors là, c'est une partie du site Airbnb. Hein. Ce n'est pas quand vous allez sur une annonce. En fait, trouvez un quartier à Boston et ça vous suggère de manière expérientielle, et là on part de la demande, on parle comme vous, on vous suggère des choses que vous recherchez éventuellement. Trouvez un quartier à Boston, plutôt que de vous dire que vous allez être dans le 1er arrondissement, 2e arrondissement, 3e arrondissement, 4e arrondissement. Non, non, vous cherchez un quartier plutôt pour les oiseaux de nuit, plutôt bien desservi. Vous voyez, des adjectifs, des qualificatifs qui parlent directement à l'internaute. Vous voulez du touristique, pas de problème, il y en a 5 aussi. Calme et paisible, bon alors là en l'occurrence il y en a 0 à Boston. Aux prémices de l'histoire, pour les gens qui veulent chercher un petit peu, voilà. Adorer des Bostoniens, ça c'est important, on va y revenir tout à l'heure, c'est le localisme. Je veux faire comme celui qui habite sur place. Je veux faire des boutiques, je me sens comme un artiste, ou alors je veux aller dans un quartier tendance. En tout cas, voilà, ces filtres, ces tags, comme on appelle, s'adressent directement à l'internaute. Toujours dans cette notion de rassurance, je parle d'Airbnb parce que c'est eux qui ont fait ça en premier. Hein. Aujourd'hui, on le trouve sur d'autres sites internet, mais c'est eux qui ont fait en premier. Vous avez toute une partie sur le site américain, notamment sur la version américaine. En France, je crois que ce n'est pas encore le cas, où en fait des hôtes Airbnb partagent leur histoire, mais racontent leur vie.
C'est-à-dire, là, vous avez l'histoire de Michael à New York, Busy New Yorker, Keep Space with Tradition. Donc, il vous dit, il vous raconte sa vie, qu'il a il a eu un handicap. Après le handicap, voilà, il a pu courir, etc., etc. Et puis qu'un jour, il a accueilli quelqu'un, et puis qu'il est, voilà. Donc, des gens qui vous rassurent, des gens qui vous parlent d'humain à humain. Quatrième pilier de Airbnb, c'est ce localisme. Live like a local. Je veux faire comme les locaux. Quand on va dans un office tourisme, on dit bon, écoutez, voilà, je suis là pendant une semaine, je voudrais faire du ski, je voudrais un hébergement, qu'est-ce que je peux faire pour les enfants? Ok, donc vous donnez les brochures, puis après vous dites, et vous feriez quoi? C'est ça les questions aujourd'hui que l'on a dans nos destinations. C'est ça aujourd'hui les questions que les touristes, que les voyageurs se posent. Et vous, c'est quoi le petit restaurant que vous me recommanderiez? Airbnb est parti de ce postulat. Ça, c'est un extrait de leur mission statement, c'est-à-dire de leur valeur de l'entreprise. Ça, c'est leur slogan, hein, Airbnb. We believe in a world where people belong anywhere. Alors, c'est du tarte à la crème américain, je vous l'accorde. Mais en tout cas, ce belong anywhere, c'est bien la base, la philosophie de base d'Airbnb et de ce localisme. Ce localisme aussi, il a été répété plusieurs fois lors de cette grande messe du 12 novembre. Finalement, Airbnb ouvre les maisons. Derrière, il y a une vraie machine de guerre, hein, et avec beaucoup de professionnalisation de la communauté, à la fois d'éducation, à la fois de ceux qui accueillent, mais de ceux qui sont accueillis. Puisque là, une des premières slides aussi qu'on a eues, c'était ça. Vous êtes venus pour quoi? Vous êtes venus pour parce que vous vouliez devenir un meilleur entrepreneur, ça y est, le mot est lâché. Et puis, vous voulez aussi satisfaire pleinement vos invités. Vous avez bien fait de venir. Puisque, en fait, ça, c'est l'exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Pas très. Il nous remettait un petit livre, en fait. Donc, vous aviez la grand-messe. Et puis après, sur 4 jours, comme ça aurait dû être prévu, il y a des ateliers très concrets sur. Donc, ça, c'était le planning du jeudi. Avec, voilà, par exemple, domotique et technologie pour faciliter l'accueil de vos voyageurs. Optimiser votre annonce pour être plus attractif. Les moments clés de l'accueil voyageur, etc. etc. Tirer parti de votre annonce et de vos outils. Donc là, Airbnb éduque, professionnalise, fait monter en compétence ses hôtes. Créer un logement luxueux unique, donc des ateliers sur la décoration, sur l'accueil, sur la cuisine, sur l'éco-responsabilité, sur comment on analyse ses commentaires sur Airbnb. Professionnalisation, elle va jusqu'à cet outil qui est assez récent, où en fait aujourd'hui, qui permet à des hôtes Airbnb de rentrer de plein pied dans le yield management. Yield management, c'est finalement affiner sa politique de prix en fonction de différents événements, en fonction d'une saisonnalité et de remplissage. Airbnb propose à ses hôtes d'utiliser. Donc vous mettez par exemple vous mettez l'URL de votre annonce. Donc là, c'est un bed and breakfast à Potomac aux États-Unis. Donc il va analyser un peu votre bien, votre annonce, l'environnement de votre annonce, et vous propose un prix mini, $46 la nuit, et un prix médian, $67. Et ensuite, il vous propose un calendrier en fonction de différents événements. Et en l'occurrence, ça, c'est le calendrier de décembre. Et vous voyez, plus on s'approche de Noël, plus éventuellement les prix augmentent. Donc aujourd'hui, on est rentré dans une vraie mécanique de professionnalisation où les hôtes Airbnb ont les moyens aujourd'hui de déployer des stratégies de yield management. Un point important de la stratégie d'Airbnb, c'est la légitimation. Aujourd'hui, vous avez tous suivi les actualités concernant Airbnb. Je rentre pas, on peut en parler après en débattant, mais je suis pas en train. Moi, de manière objective, je vous analyse les raisons du succès d'Airbnb. Lors de cette grande messe aussi, je crois que c'est le deuxième speaker, c'est l'élu adjoint au tourisme de Paris qui prend la parole, dans un anglais parfait. Qui a parlé un quart d'heure en disant qu'il était ravi d'accueillir le monde entier, bien évidemment, et que Paris avait une tradition d'hospitalité, etc., etc. Et puis il a mentionné un petit peu aussi les aspects légaux, type taxe de séjour, j'y reviendrai tout à l'heure, et fiscalité. En tout cas, il a été invité, il est intervenu, donc ça montre qu'Airbnb, vous voyez, est bien avec les pouvoirs publics. Ça
mi-novembre, ça correspond aussi à l'époque où Airbnb a sorti ses études d'impact. Elles sont en téléchargement sur le site d'Airbnb. L'impact économique de Airbnb en France, je crois qu'il l'évalue. Alors, c'est une étude commanditée par Airbnb, donc effectivement que les résultats, voilà. Je crois que c'est 2,4 milliards d'euros liés directement à la location de vacances via Airbnb. Et en toutes les langues, donc là à Montréal, à Madrid, à Athènes, à Paris. Airbnb aussi, ils viennent de recruter 2 tueurs. Ils viennent de recruter Belinda Johnson, qui est Chief Business Affairs and Legal Officer, et Chris Lian. Chris Lian, c'est quelqu'un qui était dans la campagne, qui était chef de cabinet d'Al Gore et qui a suivi la campagne de Bill Clinton à l'époque aux États-Unis. Bref, des têtes en tout ce qui est aspect juridique, financier, etc. Pour justement, donc là, ils sont passés à la vitesse supérieure derrière pour pouvoir se rapprocher de manière plus fine des pouvoirs publics et des lois de chaque pays finalement. Parce que leur credo pour Airbnb dans les années à venir, c'est d'organiser, ils s'organisent, on l'a vu, professionnalisation, rassurance, etc. On mobilise et derrière, on légifère. On ne va pas avoir le temps trop d'en parler, mais je vous renvoie au référendum qui a eu lieu à San Francisco il y a quelques mois. Les impacts, très rapidement, les impacts de ces locations de vacances sur aujourd'hui nos territoires, ça c'est une étude qui a été commanditée par la DGE, c'est une étude qui n'a jamais été sortie, on ne sait pas pourquoi, je vous en présente quelques éléments. Elle a dû rester dans un tiroir au ministère, c'est bien dommage. C'est une étude qui a été faite auprès de 1606 personnes, voilà, avec sur ces personnes interrogées, les chambres, donc ça va passer rapidement, clac. En tout cas, les modes de recherche des hébergements touristiques et de ceux qui partent en location de vacances, 63% d'entre eux, 90% c'est du online, et 63% de ces 90% passent par des sites d'annonces de location d'hébergement chez les particuliers. Vous avez le détail à droite. C'est toujours les gîtes de France qui sont en tête, en France. Suivi d'Abritel, Homelidays, qui est la même entreprise, HomeAway. Clé Vacances en 4e position, Le Bon Coin, TripAdvisor, Airbnb, Booking, etc. Pourquoi sur cette base de 1606 personnes, ils vont sur ces sites qu'on peut assimiler aussi à des OTA, c'est pour y retrouver un rapport qualité-prix. Et puis ils pensent que les logements sont plus confortables, mieux équipés. Et puis surtout, ils viennent rechercher, élément important dans l'histoire d'Airbnb, la convivialité, la chaleur de l'accueil. Je passe rapidement sur ces données, vous les aurez sûrement en ligne. Les impacts aussi, pourquoi et quand et combien de nuits et avec qui, ça c'est les questions qui étaient posées. Donc quand on fait ces recherches sur ces sites de location de vacances, c'est pour aller à la campagne à 38%. C'est en majorité l'été, 55%, pour y passer de 4 à 7 nuits, donc des séjours longs. Et avec qui, accompagné, c'est majoritairement en famille. Par rapport au délai de réservation, sont des gens finalement qui réservent assez longtemps à l'avance. 56% sont des early bookers, c'est-à-dire 2 mois ou plus avant la date de départ, contre 44 contre des late bookers, c'est 1 mois ou moins avant la date de départ. Je vais passer rapidement là-dessus. Voilà. Pour votre information, il y a donc Office du tourisme de France fait partie de l'association UNPLV, Union nationale de la promotion de la location de vacances, qui regroupe des entreprises comme Airbnb, comme HomeAway, donc Abritel Homelidays, comme Clé Vacances, etc., etc. Leur objectif, c'est de faire un petit peu de lobbying, un petit peu beaucoup d'ailleurs, au niveau du gouvernement et de légitimer les actions de ces sites d'annonces de location de vacances. Il y a une étude qui a été mise en place cette année. On a les résultats, mais ils sont encore confidentiels puisqu'ils vont être dévoilés lors des assises de la location de vacances organisées par l'UNPLV le 15 mars prochain à Paris. Il y a 3 sites pilotes qui ont servi de sites test. Voilà. Montpellier, Samoins et Médoc-Océan. En tout cas, je vais vous donner deux scoops. Vous ne les avez jamais vus, ces 2 slides-là, parce que c'est confidentiel. Il ne fallait pas sortir, on ne demandait pas. Mais voilà.
En tout cas, c'est radical. Nombre de locations de vacances selon les circuits de commercialisation, ça concerne Médoc-Océan, donc Lacanau, Carcan, Ourtin en Gironde. Finalement, l'Office du tourisme ne connaît que 152 offres par rapport à 1291 présentes sur les autres plateformes. En clair, on ne connaît pas, je parle des institutionnels, des destinations, on ne connaît qu'un dixième, dans notre cas, de l'offre de location de vacances sur nos territoires. Ça, c'est la connaissance. Et ça, alors, ça peut paraître un peu compliqué. En fait, il faut lire de gauche à droite. Ça, c'est l'impact économique direct de la location de vacances sur les territoires Médoc-Océan. Les dépenses totales des locataires, donc de ces transactions de location de vacances, ça représente sur un an, c'était en 2014, ça, 32 410 euros qui sont répartis en taxes de séjour, donc en retombées directes pour la collectivité. En loyer, vous voyez, c'est la flèche du milieu, à peu près 16 KE qui vont directement aux propriétaires avec des recettes nettes de 14 millions d'euros. C'est des masses financières qui sont absolument énormes. Et puis les autres dépenses, ça c'est intéressant, c'est les dépenses indirectes qui ne sont pas forcément liées à cette location de vacances à proprement dit. Les autres dépenses, c'est, vous voyez, 16 550 euros, avec une valeur ajoutée à la fin tout en bas de 7 millions d'euros pour les prestataires locaux, autres que l'hébergeur. C'est pas neutre. Alors les travaux en cours que l'on a aujourd'hui, je resserre ce t-shirt parce qu'il est efficace. Dorothée l'a déjà vu. Les travaux que l'on a en cours avec l'UNPLV et Airbnb en particulier, c'est quoi? C'est que fort de ce constat qu'en fait nous les destinations on connaît qu'un dixième de l'offre, quelque part il va manquer des euros en termes de taille de séjour. Donc la destination connaît une partie de l'offre, l'OTA de manière globale en connaît un tout petit peu plus, et puis surtout il y a une partie qui nous échappe. Donc si déjà on pouvait récupérer, le mot n'est pas très joli, mais récupérer la connaissance du delta entre la destination et autres, connu par les OTA, ça c'est un travail de fond qu'on est en train d'effectuer pour les faire rentrer dans le giron de la collectivité et donc de la taille au séjour, ça ferait des recettes supplémentaires. Tous les travaux aussi que l'on mène, aujourd'hui le schéma, l'écosystème, il est comme ça, c'est-à-dire que vous avez votre touriste qui va passer par les plateformes Amivac, Airbnb, Bedicasa, HomeAway pour réserver sa location de vacances. Et éventuellement, il va aller sur le site de l'Office de tourisme pour se rassurer. Ce qui nous sauve encore, nous, Office de tourisme, c'est que l'information qui émane de nos sites internet, ou en tout cas de nos communications, il est considéré comme fiable et à jour. C'est encore ce qui nous sauve. Mais on va donc se rassurer en allant voir que sur le site de l'Office de tourisme, la destination est sympa, il va faire beau, etc. Tout l'enjeu en fait, des travaux que l'on effectue aujourd'hui au niveau national, c'est de faire revenir l'Office du tourisme au centre entre le propriétaire, qui est aussi un habitant, quelquefois, en tout cas un électeur, les sites internet et le tourisme. Que l'Office du tourisme soit remis au centre du dispositif. Alors comment? Par les actions concrètes. Première action que l'on a en projet avec Airbnb, notamment, c'est les meet-up. En fait, Airbnb organise des réunions chez vous pour aller faire du sourcing, ce qu'on appelle, c'est-à-dire faire du référencement, avoir des nouveaux hôtes, locations. Et ils organisent des meet-up dans des endroits très sympas, c'est très décontracté, et puis c'est un discours bien rodé derrière. En tout cas, l'idée, c'est que l'Office du tourisme soit, en France, systématiquement et automatiquement invité à ces meet-up, pas forcément pour prendre la parole, pour répondre à des questions, et notamment sur la taxe de séjour. Avec derrière un process qui inclut notamment des questionnaires de satisfaction par rapport au meet-up, ou si les loueurs, les futurs loueurs hôtes Airbnb ont des questions. Le deuxième gros projet que l'on a avec Airbnb, qui celui-là à mon avis est le plus compliqué, ça c'est le site de Abritel pour la destination de Superbès. Ça, c'est Abritel aujourd'hui qui parle de la destination Superbès. J'aurais pu prendre Valmorel. Toutes les informations que vous avez concernant Superbès, c'est une petite équipe à HomeAway à Paris qui rédige des informations sur vos destinations. Ce n'est pas le rôle de l'Office du tourisme d'apporter de l'information sur sa destination. On est en train de travailler à ça pour que, plutôt que ce soit une personne qui n'a jamais mis les pieds à Superbès, il y a de grandes chances, rédige via
via Wikipédia ou je ne sais quoi, tout un paquet sur Superbest, mais que ce soit l'office de tourisme qui se positionne à la fois sur l'information froide, c'est-à-dire c'est joli chez nous, il fait beau, il y a de la neige, etc., mais aussi sur tout ce qui est, et ça c'est très important puisque c'est un critère de choix privilégié d'une destination, c'est tout ce qui est animation, événementiel, et ça l'office du tourisme a l'information en temps réel. Idem pour, voilà, ça c'est Airbnb, par exemple à Strasbourg. Pourquoi visiter Strasbourg? Ce petit laïus, c'est une personne d'Airbnb qui l'a fait. On travaille aussi avec Le Bon Coin. Voilà une annonce du Bon Coin. Le Bon Coin qui, la part de location de vacances sur le site du Bon Coin est très importante. Ils savent que c'est un enjeu majeur. Par contre, Le Bon Coin, ils savent qu'ils ont une étiquette sur le front, c'est marqué arnaque. Donc ils veulent s'en détacher. Le Bon Coin, c'est pas des enfants de cœur. Hein. Le Bon Coin, c'est pas 3 personnes derrière un site internet en France dans le Larzac. Non, non, c'est un fonds de pension suédois. C'est des locaux dans le 8e arrondissement à Paris. C'est 350 personnes, Le Bon Coin. Le Bon Coin, il a de désuet, mais c'est cultivé, hein, que le nom et le look du site. Derrière, c'est aussi une machine de guerre. En tout cas, sur la location de vacances, c'est stratégique pour eux. On est en conversation avec eux, en réflexion avec eux pour que l'Office du tourisme apporte son crédit quelque part aux annonces de, vous voyez, aussi bien sur les annonces du Bon Coin, c'est vraiment un particulier qui voilà, met une photo, vous voyez, promo Le 4, Noël au balcon, 150 € face mer. Bon, ça ne me donne pas forcément envie d'y aller. En tout cas, est-ce que c'est le rôle de l'Office du tourisme de mettre en valeur ses prestataires locaux, en l'occurrence les propriétaires de meublés, pour leur offrir des canaux de distribution supplémentaires? Je pense que oui. Le Bon Coin en est un. Pour conclure, 3 études, informations que je vous donne. Office du tourisme de France, donc ça c'est le fruit du travail de la commission hébergement. Ce sera en ligne sur l'extranet, j'enverrai à Dorothée le lien, l'URL. Ça va être en téléchargement là, incessamment sous peu, je crois que c'est cette semaine d'ailleurs. Tout un état des lieux sur l'hébergement touristique chez les particuliers. Notamment, on a beaucoup travaillé sur les modèles économiques de chaque site. Hein. Airbnb n'a pas du tout le même modèle économique qu'à Britel, qui est ce sont des annonces à forfait, alors qu'Airbnb, c'est la commission, etc. Le Bon Coin, c'est encore différent. Il y en a qui collectent de l'argent, d'autres qui ne collectent pas. Donc ça, je vous invite à retrouver ça ce sera exclusivement en ligne. Ensuite, autre étude fort intéressante, c'est un rapport de la DGE sur prospectif. C'est plutôt pas mal, l'étude économique sur les enjeux et perspectives de la consommation collaborative. Ça, c'est sur le site de la DGE. Et enfin, en ce qui vous concerne directement, c'est l'étude récente publiée par Atout France, la location entre particuliers en station de montagne. C'est une étude qui est très complète, très détaillée, avec beaucoup d'enseignements sur le poids du marché, les ratios économiques pour la saison, pour l'hiver notamment. Je vous remercie de votre... Pardon, mais je n'avais pas avancé ces slides là, excusez-moi. Celle-là, tac, et celle-là. Voilà. Je crois que c'était tout. Merci de votre attention.